Sud Radio Midi, Arthur Delaborde. Bonjour à tous et bienvenue sur Sud Radio. Sous le feu des critiques, alors que plusieurs personnalités ont qualifié de dictature le fait de rendre la vaccination ou les tests anti-Covid obligatoires pour se rendre au théâtre, au restaurant ou encore voyager, Emmanuel Macron a défendu hier l'extension de ce pass sanitaire. On a des gens aujourd'hui qui, avec beaucoup de cynisme politique, utilisent la peur de certains ou la confusion, les fausses informations pour en faire un projet politique. Voilà ce qu'a déclaré le chef de l'État devant la presse. Alors quelque part, faut-il restreindre nos libertés pour retrouver la liberté? C'est la question qu'on va se poser dès le début de cette émission, Clémence. Et on va parler tout de suite avec notre invité Yannick Chatelain, docteur en administration des affaires, professeur associé et enseignant-chercheur à Grenoble, école de management et expert en digital. Bonjour professeur Chatelain. Bonjour Clémence, bonjour Arthur. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Alors, faut-il vraiment voir un risque pour nos libertés avec cette extension du pass sanitaire? Vous nous dites clairement oui, hein, Yannick Chatelain. S'il s'agit de désigner des parias dans la société, je pense que là on prend une belle direction pour désigner des parias et en fait diviser la population. Et vous remarquerez d'ailleurs que par rapport aux annonces qui ont été extrêmement violentes en fait, enfin si on réfléchit, Isaac Asimov disait la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Je ne dirais pas du président de la République ou du gouvernement qu'ils sont incompétents. Au demeurant, régulièrement, on évoque un état de droit. Il faut savoir que nous passons d'état d'urgence en état d'urgence sanitaire. Derrière, comme le disait Hannah Arendt, un état de droit, c'est une dictature temporelle. Donc le terme dictature n'est pas si faux que ça, mais c'est une dictature temporelle encadrée naturellement par un état de droit avec un début, avec une fin. Or, il s'est avéré, puisque là on aboutit au pass sanitaire, le pass sanitaire étant quand même de donner, il y a un côté très hypocrite parce que on donne la liberté aux individus et le libre arbitre de ne pas vivre et de vivre en marge de la société. C'est une approche assez étonnante quand même. Mais il faut savoir que il y a autre chose qui pose problème parce que le pass sanitaire est une forme, de mon point de vue, d'aboutissement dans une collecte de data que j'appelle la dataisation de l'humain au détriment de l'humanité et qui a commencé parce que dans cet état de droit mis entre parenthèses par rapport à une gestion de crise, il est bien naturel que des mesures soient prises. Au demeurant, quand vous voyez, par exemple, on a commencé avec la loi de sécurité globale. Quand il y a, par exemple, des lois qui sont passées, qui, d'une part, ont transgressé les lois européennes sur le RGPD, par exemple, les boîtes noires qui surveillent nos agissements sur Internet, etc., ont été pérennisées sans qu'il n'y ait jamais eu d'évaluation sur leur efficacité. Et peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément ce que c'est que ces boîtes noires ? Alors, ces fameuses boîtes noires, ça avait été une initiative prise. Alors là, c'était l'état d'urgence au niveau sécuritaire. C'était l'idée de pouvoir détecter des signaux faibles en analysant, en fait, vos agissements sur Internet, Arthur, vos agissements, Clémence, les miens, de façon à pouvoir faire émerger. Il s'est avéré, avec les études qui ont été menées par des chercheurs, puisqu'on reste factuel, et c'est très difficile, d'ailleurs, de tenir un contre-discours sans être immédiatement qualifié de complotiste. Ça, c'est très problématique parce qu'il n'y a plus de débat à partir de ce moment-là. Et d'un point de vue factuel, sur les 59 derniers attentats terroristes démantelés, 58 c'était de l'humain. C'était certainement pas des algorithmes qui allaient chercher les personnes. Et alors, vous avez eu ça, et vous avez d'autres choses qui me posent problème sur ce pass sanitaire. C'est par exemple la question de Candide que je pose, parce qu'on se laisse faire quelque part. Regardez l'application Tous Anti-Covid. Ça relève de la même logique. Tous Anti-Covid en France a été téléchargé au forceps. Et pourquoi des gens l'ont téléchargé à la fin uniquement pour avoir arrêté d'avoir les attestations papier à remplir? Qui ne l'a pas fait? Et la question que je pose, c'est en quoi, par exemple, Tous Anti-Covid, dont l'exécutif s'est vanté, a servi d'une quelconque façon à endiguer la pandémie. Autre question, la reconnaissance faciale que vous vivez dans certaines stations à Paris. Vous en avez entendu parler de la reconnaissance faciale. Une fois de plus, je pose la question, récupération de données. En quoi, quels sont les résultats? En quoi ça a été efficace pour endiguer la pandémie une fois de plus? Et il me semble que le pass sanitaire, c'est une forme d'aboutissement dans des délais. Alors j'ai regardé un peu, moi je suis pas constitutionnaliste, mais il se pourrait quand même que entre des annonces
Et la promulgation de la loi, on est quand même, oui, là encore dans un état de droit. Il y a quand même le Conseil constitutionnel qui vraisemblablement va être saisi, Oui. parce que pour ne pas qu'il n'y ait pas de traitement discriminant, parce que globalement, ce qui est le plus inquiétant, c'est de diviser la population. Je ne sais pas si vous l'avez vécu parfois, mais il est très difficile, vous êtes à un bar, etc., d'engager la conversation sur ce sujet par rapport à des gens vraiment très convaincus qu'on est que la personne qui ne se fait pas vacciner, c'est absolument invraisemblable. Alors, est-ce que, je vais me faire le porte-parole peut-être de l'exécutif, est-ce que vous ne dramatisez pas? On nous dit notamment que c'est provisoire. Que c'est pour faire face à cette menace du variant Delta, à cette possible 4e vague de l'épidémie. Mais ce que vous nous dites, vous, finalement, c'est qu'on ouvre une boîte de Pandore et qu'ensuite, est-ce que, de votre point de vue, on passe vraiment une étape dans ce contrôle systématisé de la population? Je pense qu'on passe une étape et on franchit une étape que je n'ai pas soulevée. C'est le fait de transformer finalement des chefs d'entreprise en policiers. C'est-à-dire, est-ce que c'est le métier d'un citoyen que de contrôler et de faire voilà. Et ça c'est quand même problématique que le citoyen se voit attribuer une fonction policière. C'est un peu inquiétant. Yannick Chatelain, est-ce que à votre connaissance, justement, toutes ces étapes qui ont été passées, toutes ces données personnelles qui sont de plus en plus récupérées, est-ce que à votre connaissance jusqu'à maintenant, historiquement, on a pu revenir en arrière et récupérer nos droits, ou justement à chaque fois c'est toujours un peu plus et on ne récupère pas ces droits? Là, on va partir de très loin. Et il y a des choses surtout, alors, qui ne sont pas traitées. Qui dit guerre, et c'est la logique, il faut une unité nationale. Qui dit guerre dit propagande, naturellement, de façon à ce qu'il y ait une adhésion, une unité. Mais il y a des choses qui sont pas passées, mais in extremis. Peut-être vous en avez entendu parler, ça n'a pas été traité. Exemple, il y avait un projet de loi pour empêcher les gens d'EHPAD de sortir d'EHPAD, c'est-à-dire de transformer les EHPAD en prison. Le Conseil d'État a arrêté ça au dernier moment. Moi, je crains que les libertés fondamentales perdues et acceptées, il sera très, très difficile de les recouvrer. Oui. Est-ce que les états d'urgence, en général, quand la parenthèse se referme, comme l'explique Emmanuel Macron, est-ce que, en général, on retrouve bien les droits auxquels on s'était arrêté avant cette parenthèse? Alors, ce serait la logique si on reprend Hannah Arendt il y a 2 livres, moi, que je conseillerais aux éditeurs. C'est Hannah Arendt, naturellement, par rapport à ce qu'est la dictature temporelle, et aussi La fabrique d'un consentement par Noam Chomsky. C'est-à-dire la façon dont, au bout d'un moment, regardez, c'est les gens qui sont... Alors, et c'est là où c'est peut-être intéressant, c'est que c'est peut-être aussi un jeu du président de la République que de faire des annonces qui, pour les constitutionnalistes, beaucoup disent, en 14 jours, c'est irréalisable. Vous imaginez le nombre de serveuses dans les restaurants qui n'auront pas le temps de se vacciner. Quoi qu'il en soit, ça fait un boost immédiat de vaccination. Et je voulais attirer l'attention sur une chose, c'est que l'Angleterre, sauf erreur ou omission, opte pour une autre stratégie. Parce qu'on donne beaucoup de chiffres, toujours pareil, sur la vitesse de contamination, mais quels sont les chiffres concernant les places en réanimation, la létalité, le nombre de morts, leur augmentation. Si je ne m'abuse, Boris Johnson a choisi, lui, une autre approche. C'est considérer que les personnes à risque s'étaient protégées. Et pour arriver à l'immunité collective, sachant que le variant apparaissait, je ne suis pas un scientifique, mais de ce que j'ai compris, parce que je pense que vous êtes comme moi, on essaye de faire un peu le tri au niveau médecine, il semblerait que ce soit non létal sur la population jeune et la population à risque ou vulnérable étant protégée. C'est une autre approche. Pour en revenir peut-être à votre concept de datazérisation, c'est pas facile à dire. Non, c'est pas facile, mais il y avait le mot taser, ça me semblait bien. Oui, il y a un risque aussi également de fuite des données. C'est un risque important selon vous ? Alors, tout ce qui est fait par l'homme est démontable par l'homme. C'est aussi simple que ça. Donc oui, il y a un risque d'exploitation de ces données. Derrière, une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore au niveau du pass sanitaire, demain, est-ce que les entreprises vont demander le certificat, le pass sanitaire pour continuer à travailler? Est-ce que le chef d'entreprise doit savoir que nous sommes vaccinés, pas vaccinés, que nous ayons eu le Covid ou pas? Je ne sais pas. C'est très intrusif.
Il y a une logique économique aussi derrière tout ça, selon vous ? Je crois que l'histoire le dira et qu'on est un peu trop tôt pour savoir les tenants et aboutissants en termes économiques au niveau des batailles des labos par rapport au vaccin. Je crois qu'il faudrait être naïf pour ne pas imaginer qu'il y ait eu des enjeux financiers colossaux par rapport à ces vaccins à disposition, etc. Oui. Je vais peut-être vous reposer la question sous une autre forme. Après tout, est-ce que ce sésame, ce pass sanitaire, ne va pas permettre de recouvrir la liberté de circuler qui est entravée depuis maintenant le début de cette crise sanitaire ? Oui, mais c'est à marche forcée, c'est-à-dire que là encore, je suis pas un scientifique. Je dis que quand on a fait sa vie, quand on a fait sa vie et qu'on se fait vacciner, le risque à court terme, visiblement, est relativement minime. À moyen terme, personne n'en sait rien. J'aimerais bien savoir un scientifique qui peut me dire, ça a été un exploit de faire ces vaccins aussi vite. Mais à moyen terme, je parle à 50-10 ans, les populations à risque, 50-10 ans, on a fait notre vie. Une jeunesse qui a déjà énormément souffert, prendre le risque, sachant que c'est pas létal, de prendre un risque. Je vous dis, je suis pas un scientifique, je suis pas un médecin, mais ça me surprend toujours de ces assertions en disant non, ces vaccins ne risquent rien. Je suis désolé, à 8 ou alors argument fallacieux, oui, il y a des vaccins qui sont obligatoires, oui, mais il y a beaucoup de recul sur ces vaccins. Merci beaucoup Yannick Châtelain, vous restez avec nous et vous tous aussi, vous restez avec nous et surtout vous nous appelez 0826 300 300. Justement, est-ce que vous avez peur de ce pass sanitaire ou vous considérez que c'est une parenthèse nécessaire ? On aimerait aussi vous entendre sur ce sujet. À tout de suite. Le pass sanitaire vous fait tous réagir au 0826 300 300. On donne la parole à Hakim qui nous appelle de Beaujour. Bonjour Hakim. Bonjour Hakim. Bonjour. On vous écoute. C'est effrayant, hein. Je vous dis, moi, ce qui se passe, pour moi, c'est effrayant. En fait, je vois pas l'intérêt d'un tel projet de couper le pays en deux entre vaccinés, pas vaccinés. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de demander aux gens de se contrôler les uns les autres? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne serait-ce que pour aller faire vos courses, vous allez devoir présenter un pass sanitaire pour aller, je sais pas moi, acheter votre journal, pass sanitaire, à la boulangerie, pass sanitaire, au tabac, pass sanitaire, dans le métro, pass sanitaire, ça va venir, faut pas rêver. Qu'est-ce que c'est en fait? On veut quoi comme monde? C'est effrayant, Merci Hakim. Alors Yannick Châtelain, oui. vous pouvez répondre à Hakim qui finalement est d'accord avec vous. Il le dit sous une autre forme. Non, je pense qu'Hakim a raison parce que je vous disais quand la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Là, ce qui est fait, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire de désigner des parias et de diviser la population. C'est-à-dire que, comme je le disais, je prenais un exemple un peu trivial, mais c'est vrai que quand on est, par exemple, assis à un bar, on tourne autour de ce sujet sans arrêt. On redoute de tomber sur une personne qui va être extrêmement virulente. Et comme je vous le disais, ce que dit Hakim est très juste. Le genre de contre-discours qu'il tient, immédiatement, on nous classe dans les factieux, dans les ennemis de l'État, dans vraiment des gens, mais qui sont, je ne dirais pas achetés aux chiens, mais du moins achetés hors de la société. Et c'est plus une question peut-être de forme que de fond. C'est-à-dire que le président de la République aurait dit le vaccin, c'est obligatoire, aurait laissé des délais un peu raisonnables. Oui, ça aurait été plus clair. Les professionnels le disent en 15 jours, mais c'est un coup de massue pour eux. Ils ont tout fait, les restaurateurs ont tout fait sans arrêt. Donc oui, je partage une société, quand je dis datasérisation, c'est la négation de l'humain. L'humain n'existe plus. C'est-à-dire, on est traité par par de la data qui nous. Et j'ai oublié une chose, Hakim, je ne sais pas s'il en sera d'accord. On ne mesure pas le nombre de faux QR codes et le marché noir du QR code qui va émerger. Ah oui, c'est un des risques également. C'est déjà parti. Peut-être. Mais oui, je partage vraiment le coup de Hakim. C'était vraiment un coup sur la tête, je crois, pour tout le monde, ces annonces. Alors peut-être, vous qui êtes spécialiste, je le rappelle, d'Internet, du contrôle social, un tel dispositif, en France, mais non seulement dans le monde entier, est-ce que c'est vraiment inédit à vos yeux ?
D'une part, sauf erreur ou omission, et je vous invite à lire un rapport prospectif du Sénat relatif à la gestion d'une nouvelle crise. D'une part, nous ne sommes pas si nombreux à prendre cette direction de passe sanitaire qui est digne de régime autoritaire, et je pèse mes mots, c'est-à-dire que le rapport prospectif du Sénat, que je vous invite à lire, sur la gestion d'une future crise, c'est un ensemble et c'est une hagiographie de toutes les pratiques les plus coercitives, bracelets électroniques, coupure des comptes bancaires, etc. Une hagiographie pour que le citoyen soit le plus vite cerné et le plus vite sorti de la société. Ce qui est très, très inquiétant, c'est de voir que nous nous inspirons de régimes autoritaires dans une démocratie. C'est quelque chose qui est préoccupant. Et comme le disait Hakim, c'est vrai que le citoyen devienne le surveillant du citoyen, ça annonce pas des jours heureux. Alors c'est une belle conclusion peut-être Yannick Chatelain, merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur associé et enseignant-chercheur à l'école de management de Grenoble.